Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre émission Week Echo. Nous sommes le dimanche 16 décembre et l'aventure se poursuit avec la même équipe, la même énergie et toujours le même bon sourire. Au sommaire de ce numéro, le nouvel encadrement tarifaire opéré par l'Autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste ARCEP, corroboré par le changement des tarifs de communication et d'Internet. Des voix s'élèvent pour dénoncer cette hausse. Ce sera le sujet du dossier de la semaine. Le décryptage aujourd'hui s'intéresse au climat des affaires au Bénin et aux réformes économiques engagées dans le cadre du Bénin révélé. Deux confrères avec moi ce matin pour débattre du sujet et voir les perspectives qui s'offrent au Bénin. L'émission, je le disais, c'est bien Week Echo et on ouvre le bal avec le mini-journal présenté par Amandine Anyambossou. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le mini-journal de Week Echo. Un forum d'affaires et d'investissement s'est tenu ce vendredi à Cotonou en vue du renforcement des relations commerciales entre le Bénin et la Chine. Un pont de partenariat en vue de promouvoir les échanges commerciaux entre les deux pays, d'approfondir leurs relations commerciales et d'exploiter ensemble les opportunités d'investissement et de coopération continue dans le sens d'une meilleure intégration de leur économie respective. Reportage. La coopération entre l'Empire du Milieu et le Bénin prend une nouvelle allure. Elle vient de se renforcer avec la province de Yunnan au travers de ce forum économique. Des investisseurs chinois venus explorer les opportunités que le Bénin leur offre. Le Bénin et la Chine sont engagés dans une coopération économique et bilatérale, notamment en créant des partenariats entre des entreprises chinoises et des entreprises béninoises pour développer l'investissement chinois dans notre pays. La province de Yunnan, en effet, est une région de plus de 46 millions d'habitants où l'activité agricole est très forte et très diversifiée. L'agriculture contribue à hauteur de 50% du PIB de la province avec une valeur à l'exportation de plus de 2 890 milliards de francs CFA. Il s'agit donc, à travers ce forum, de faire la promotion du Bénin comme destination pour l'investissement. Nous avons ciblé une province qui peut nous aider dans beaucoup de domaines à avancer. Dans le domaine économique, à nouer des partenariats avec nos entreprises et également à trouver des débouchés, des distributeurs dans leur pays. Les Chinois sont intéressés pour investir dans l'agriculture, mettre en place avec nos entreprises un certain nombre de collaborations qui va permettre en fait de développer la production au niveau local et la distribution de nos produits sur les marchés asiatiques. Des opportunités qui ne seraient pas possibles sans la promotion des investissements et des services aux investisseurs, des exportations et des services aux exportateurs et un accompagnement des services d'information économique et commerciale. Dans le nouveau code des investissements, nous avons prévu d'exonérer de droits de douane l'ensemble des équipements qui vont être importés dans notre pays pour pouvoir produire sur place. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est de faire en sorte que la production locale puisse être transformée localement. Et pour qu'elle soit transformée localement, il faut construire des usines. En mettant en place ce dispositif, nous incitons les entreprises étrangères intéressées par nos produits à transformer sur place plutôt que de faire sortir en fait les produits bruts. Si nous arrivons avec nos produits à avoir un marché en Chine au niveau de la distribution, je pense que les producteurs béninois peuvent rêver d'avoir de beaux jours devant eux. Une coopération prometteuse en perspective entre le Bénin et la province de Yunnan pour le bonheur des investisseurs chinois et béninois.
Le taux d'inclusion financière est passé de 2% en 2014 à 38% à fin 2017 avec le développement de la finance digitale. La finance digitale, un nouveau concept de service financier grâce auquel la présence physique d'un citoyen n'est plus indispensable pour effectuer des transactions financières depuis son compte bancaire ou mobile. Pour mieux comprendre la finance digitale, des professionnels des médias se sont appropriés les notions et les concepts clés de cette révolution numérique. Reportage Enoch Rumpati. Pendant longtemps, les sociétés bancaires sont perçues par une frange de la population comme l'apanage des personnes nanties. Une perception que la révolution numérique vient démystifier. Désormais, même depuis son lit dans son village, les populations peuvent bénéficier des services bancaires et autres structures de placement d'argent via les téléphones mobiles. D'où le concept de la finance digitale. La finance digitale concerne tous les services financiers numériques qui utilisent un support technologique. La finance digitale, une innovation numérique dont la pratique régulière permet d'accélérer l'inclusion financière des populations vulnérables des pays moins avancés. Un objectif que la BCEAO s'est fixé d'atteindre d'ici 2020. L'inclusion financière, c'est le fait de permettre à des populations qui sont généralement exclus du système bancaire classique, d'accéder à des services financiers numériques et de pouvoir utiliser ces services de façon très efficace, mais également à des coûts abordables et de manière efficiente. Quand on analyse aujourd'hui les statistiques, effectivement, le Bénin est un peu dans une position intermédiaire au niveau de la sous-région. Mais il faut insister sur le boom qu'il y a eu au niveau du Bénin. En 2014, par exemple, 2% de la population adulte utilisait les services financiers digitaux de façon active. Aujourd'hui, on est à plus de 33%. Et ce boom fait partie des plus significatifs au niveau de la sous-région. Donc, clairement, il y a des perspectives au niveau du marché béninois. Bien évidemment, il y a des défis. Et nous travaillons à relever ces défis ensemble avec les acteurs de l'écosystème. L'accès aux services financiers ou inclusion financière via les nombreux services des réseaux de téléphonie mobile fait désormais partie des priorités des décideurs politiques, des organismes réglementaires et des organisations de développement du monde entier. D'où cette formation des médias sur le concept et l'importance de la finance digitale. Nous avons tenu à leur faire cette formation-là pour à la fois renforcer leurs capacités, mais également les positionner en tant que relais d'information pour pouvoir passer des messages clés au sein des populations et leur faire comprendre que les services financiers numériques sont accessibles à tous, sont pour toutes les parties de la population et que c'est le meilleur moyen qu'on a aujourd'hui d'augmenter l'inclusion financière dans des pays comme le Bénin qui fait partie des pays les moins avancés. Alors cette science nous a permis d'abord de faire un peu de la pédagogie en matière de finance digitale, des terminologies, des expressions clés. Et après ça nous a aussi permis de comprendre un tout petit peu le mécanisme de la finance digitale et aussi de comprendre quelles sont les statistiques au Bénin, dans la sous-région. Avec cette séance d'information, on nous a expliqué ce que c'est que la finance digitale, et ce qu'on peut faire avec la finance digitale, les avantages. Je pense qu'avec ça, aujourd'hui, je suis bien aguerri par rapport à la finance digitale et par rapport à l'éducation financière. Ce service est accessible à tout le monde, surtout aux populations à la base. Selon les chiffres de la BCEAO, le Bénin a connu une évolution croissante de son taux d'inclusion financière numérique, passant de 7% de la population adulte en 2015 à plus de 31% en 2017. Ce taux d'inclusion financière numérique a légèrement dépassé celui de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, qui était de 30% à fin 2017. L'approvisionnement en énergie électrique en Afrique continue d'être au cœur des politiques publiques et des initiatives internationales. Pour les pays africains, la question de l'énergie est un enjeu vital car il ne peut y avoir d'industrialisation et de développement sans accès à l'électricité. Pourtant, la production est inférieure à la demande, provoquant une insécurité énergétique. Michel Egbert, Ulvaïus Balogun. Plus de 800 millions d'habitants issus de près de 48 pays au sud du Sahara continuent de vivre aujourd'hui sans électricité. Une situation qui s'explique en partie par l'inaccessibilité aux réseaux nationaux de distribution, d'autant que 63% de la population d'Afrique subsaharienne réside en zone rurale.
La capacité installée de toute l'Afrique n'est que d'environ 115 gigawatts pour près d'1 milliard d'habitants, soit 13% de la population mondiale, mais seulement 4% de la production énergétique. Cette situation constitue une contrainte essentielle à nos performances tant économiques que sociales. Elle résulte d'un retard de longue date que nos États ont commencé à accuser en termes d'investissement et de réalisation dans le domaine énergétique. L'enjeu, désormais, est de mettre fin au paradoxe de l'absence de l'énergie sur le continent africain et de faire passer le taux d'électrification de 30% en 2008 à 80% en 2020, puis à 100% en 2030, et de réduire le prix moyen de l'électricité à 60 francs CFA le kilowattheure en 2020 et à 30 francs CFA le kilowattheure en 2030. Nous avons aujourd'hui élaboré un plan sur les 15 prochaines années. Ce plan comprend la mise en œuvre de plus de 22 000 km de lignes de transport d'énergie électrique et la construction de projets prioritaires de plus de 15 000 MW, donc entre 2019 et 2033. L'ambition est grande, d'autant que l'accès à l'électricité en Afrique est un enjeu économique déterminant pour garantir la sécurité d'approvisionnement des populations et ainsi faciliter l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. L'inexistence de réglementation adéquate ou l'obsolescence des lois existantes, l'utilisation massive des combustibles fossiles polluants, les difficultés de maintenance des équipements de production, de transport et de distribution, l'essor grandissant des énergies renouvelables, le changement climatique et la gestion inadéquate des ressources humaines disponibles sont quelques facteurs de risque qui méritent une analyse approfondie. La gestion du risque, notamment la recherche et la sécurité des approvisionnements, représente donc un enjeu fondamental pour les politiques énergétiques de nos pays. Et pour y arriver, il importe dorénavant de mutualiser les expériences réussies et de procéder au développement des compétences en misant entre autres sur l'énergie renouvelable. Car à cause de la pénurie d'électricité, l'Afrique perd 2 à 4 points de croissance chaque année. À l'inverse, une électrification complète entraînerait, selon les estimations, une hausse de sa croissance annuelle de 10 à 15% sur une période de 15 ans. Fin de ce mini-journal, très bonne suite de Week Eco. Merci Amandine Agnambossou. À présent, la revue de presse économique. Estelle Pazou a lu les journaux pour nous. Amis des canards, salut. C'est parti pour la revue de l'actualité économique de la semaine. Ouaddaï décroche près de 13 milliards de francs CFA du FMI. C'est une des performances économiques du ministre béninois de l'économie et des finances. L'économiste nous apprend la nouvelle et précise que cet appui financier a pour objectif de soutenir les réformes économiques et financières du pays. Il vise également à relever le niveau de vie et à préserver la stabilité macroéconomique. Pour le journal, les performances économiques du Bénin viennent ainsi d'être saluées. Fraternité nous informe à propos que pour le directeur général adjoint du FMI, la performance du Bénin reste solide. La position budgétaire du pays s'est améliorée significativement, mais il faut tout de même assurer la viabilité de la dette en maintenant le déficit budgétaire en dessous de 3% du PIB en 2019. Restitution des ateliers d'innovation et de création d'emplois, la NPE apporte des solutions innovantes aux problèmes des PME. C'est la une de nouvelles expressions à lire dans les colonnes du journal. 33 start-up révélées pour l'éradication du chômage. Un nouveau jour se lève-t-il pour les jeunes demandeurs d'emploi? En tout cas, Tatiana Mohamed, prenant la parole au nom de ses pairs, affirme qu'en postulant à l'annonce de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, ils étaient sûrs de se frayer un chemin vers l'emploi. Pour l'économiste, la 13e édition de la quinzaine nationale de l'emploi qui s'est déroulée du 3 au 14 décembre 2018
a consacré l'organisation de plusieurs ateliers d'innovation et de création dans le secteur. L'autre quotidien relaie aussi l'information et affiche à sa une innovation et création d'entreprises. 33 jeunes innovateurs gagnent le ticket de l'accompagnement ANPE. Le Progrès revient sur les difficultés liées à l'emploi et cite Urbain Amegbeji, le directeur de l'ANPE, qui dans sa peau de parent dit clairement « Le premier handicap pour l'emploi des enfants, c'est nous-mêmes ». Ceci chaque fois qu'on laisse un produit local au profit d'un autre importé. Tarification hasardeuse des réseaux GSM quand la communication vire au capitalisme économique. C'est Best Info qui s'indigne ainsi des désagréments que subissent les abonnés GSM et se pose des questions sur les issues des nombreuses rencontres entre les différents gouvernements et les opérateurs. Fraternité, quant à lui, vient tout simplement exposer les 9 avantages des nouvelles offres chez MTN. Le prix du SMS passe de 14 à 5 francs. L'Internet en option libre est désormais à tarif réduit et les forfaits journaliers avec validité sans limite horaire. Matin Libre vient renchérir et donne tous les détails possibles des nouvelles tarifications. Abattu pour son lait rafraîchissant et très prisé, le cocotier trop exploité par un commerce sauvage est menacé de disparition dans tous les pays du monde. Et le Conseil des ministres de 12 décembre vient sonner la fin de cette pratique. L'autre quotidien relaie l'information et estime que le Bénin vient ainsi de prendre une mesure à résonance mondiale. Bénin intelligent pour sa part trouve que loin d'être un simple folklore, c'est une mesure pour protéger les espèces et instaurer un meilleur cadre de vie. Protection et viabilisation des côtes balnéaires sont 18 milliards pour sécuriser et valoriser l'UIDA. La Nation nous fait part de l'information et écrit que la concrétisation des ambitions touristiques du PAG est en bonne voie. Il s'agit d'une digue immergée de 4 km de longueur et de rechargement de la côte par dragage de 2 millions de mètres cubes de sable. Un projet que le quotidien du service public qualifie de vaste et précieux. Finissons avec la une de l'Économiste qui affiche qu'en matière d'agriculture en Afrique, le Bénin est 4e producteur de karité avec un volume de production d'environ 30 000 tonnes de noix sèches. Au regard de ses nombreuses potentialités encore peu exploitées, le karité peut à coup sûr impacter positivement le produit intérieur brut avec les mesures idoines d'accompagnement. Fin de cette revue de presse. Prenez du plaisir sur Week Echo en attendant d'avoir de mes échos dimanche prochain. Merci à vous Estelle Pazou, en espérant vous retrouver dimanche prochain. Place à présent au décryptage. En décembre 2016, le gouvernement lançait le programme d'action du gouvernement avec une seule ambition, améliorer le climat des affaires en doublant le taux d'investissement grâce au partenariat public-privé en réalisant au minimum 6,5% de taux de croissance moyen et en créant environ 500 000 emplois directs. Question, sommes-nous sur la bonne voie? Et pour en parler ce matin, je suis avec Casimir Pédior, journaliste économique. Bonjour Casimir. Bonjour, bonjour chers téléspectateurs. Vous allez bien? Ça va. À vos côtés, j'ai Gédéon Vegba, journaliste économique. Gédéon, bonjour. Bonjour Ivaius et bonjour à tous les téléspectateurs de BB24. Alors Gédéon, ma toute première question, elle est simple. Comment se porte le climat des affaires au Bénin aujourd'hui? On peut le dire, sans embâche, le climat des affaires se porte relativement bien, on peut le dire comme ça. Tous les indicateurs, à ma connaissance, sont au vert aujourd'hui, même si il y a à redire, mais pour l'instant, pour ce qu'on observe, on est sur le bon chemin. Il y a à redire, dites-vous? Même s'il y a à redire, au cours de l'émission, on va aborder des aspects qui méritent d'être corrigés. Mais pour l'instant, aujourd'hui, on peut créer une entreprise en 24 heures. C'est déjà une avancée. La justice fonctionne. Il y a plus, de moins jusqu'à aujourd'hui, la justice fonctionne et permet aux opérateurs, rassure les opérateurs économiques, rassure les opérateurs économiques, les investisseurs potentiels.
Et puis les impôts, aujourd'hui il y a une facilité pour payer les impôts pour avoir des informations sur les impôts, tout est facile aujourd'hui. Il y a la digitalisation des impôts, donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites et qui méritent quand même d'être encouragées. Alors Casimir, je vous pose la même question. Comment se porte le climat des affaires aujourd'hui? Merci. Lorsque vous êtes cadre, lorsque vous êtes intellectuel, lorsque vous avez été à l'école, vous avez fait les grandes études, que vous savez lire le rapport de la Banque mondiale, notamment Doing Business, vous ne pouvez que dire ce que mon vis-à-vis a dit. Mais lorsque vous êtes comme moi, citoyen, simple citoyen, opérateur économique des rues et des ruelles du Bénin, vous avez votre avis sur le climat des affaires. Parce que nous n'avons pas le même regard sur les sujets. Moi, personnellement, je dis le climat des affaires, ça ne va pas au pays. Le climat des affaires ne va pas. Parce qu'au-delà des papiers, il y a la définition du commun des mortels. Du commun des mortels. Je ne peux pas être dans un pays où le taux d'imposition est ce que nous avons aujourd'hui et qu'on me dise que le climat des affaires va très bien. C'est mon point de vue. Je ne partage pas avec quelqu'un. Mais tout le monde sait aujourd'hui ce que c'est que les affaires aujourd'hui au pays. Et lorsque vous prenez le climat des affaires, il est subdivisé en deux parties. Il y a les affaires à l'interne, il y a la relation que le pays entretient avec d'autres pays. Quand vous prenez ces deux compartiments, chacun son point de vue. Vous ne pouvez pas être dans un pays où les opérateurs économiques sont tels qu'ils sont aujourd'hui. Ils sont comment, les opérateurs économiques? Allez à Dantokpa. Vous rentrez dans Dantokpa aujourd'hui, vous avez la possibilité de trouver une boutique à louer. Jadis, ce n'était pas possible parce que c'était occupé. Aujourd'hui, les opérateurs économiques, que ce soit étrangers ou locaux, ont déserté le forum. Ce n'est pas moi qui vous apprendra sur ce plateau que des gens ont été cassés dans ce pays. Et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas été encore réinstallés. Et je dis aujourd'hui, même hier, nous avons des difficultés. Tout ça, mis dans un panier, moi, me conforte dans mon argument selon lequel le climat des affaires, il y en a au pays, mais ce n'est pas des meilleurs pour permettre donc les investissements déjà sur le plan local. Sur le plan local. Parce qu'il n'y a pas de climat des affaires. La diaspora ne fait pas affaire dans un pays d'autrui. Alors, si vous permettez, ce que mon vis-à-vis développe, je pense qu'on ne peut pas faire une analyse économique sans des données techniques. On ne peut pas faire une analyse économique dans la fiction. Nous avons des données, et les données que nous avons, et voilà ce que ça nous donne. Je vous ai dit, on peut créer aujourd'hui une entreprise en 24 heures. La justice aujourd'hui du Bénin, en tout cas du point de vue assurance, ça rassure les investisseurs. Et même le FMI table sur une toutes très les bonne institutions croissance. internationales l'ont reconnu. Il y a eu quand même des efforts qui ont été faits dans le sens, même si tout n'est pas rose, il faut quand même reconnaître à César ce qui est à César. Beaucoup de pas ont été franchis dans ce sens, dans le sens de l'amélioration du climat des affaires. On ne peut pas dire qu'on n'a pas fait des avancées. Beaucoup de choses quand même ont été faites. Le FMI table sur une croissance de plus de 6%. C'est bon signe. Ce n'est pas le FMI qui fait des affaires au Bénin. Ce n'est pas le FMI que je retrouve à Dantokpa. Je parle de ceux que je retrouve à Dantokpa. Je parle de ceux que je retrouve dans les boutiques au Bénin. Ce n'est pas le FMI, ce n'est pas la Banque mondiale qui viendra donc nous dire comment on se comporte au Bénin. Alors, mais le FMI quand même fait des analyses en tenant compte du contexte. C'est des analyses, mais qui n'engagent, eux-mêmes le disent. Lisez bien les rapports du FMI. Ils mettent en bas que les données contenues donc dans ce rapport n'engagent que oui, mais autrement dit, vous mettez en doute. N'est pas le baromètre forcément. Oui, et là, vous semblez mettre en doute même si c'est un maillon essentiel de l'économie nationale, mais ce n'est pas le baromètre de l'économie. C'est le baromètre. Parce que même à l'extérieur, quand on veut présenter le Bénin, c'est Dantokpa on monte. Oui, mais encore qu'à Dantokpa, nous avons les bonnes dames. Quand on parle d'investissement, on voit beaucoup plus les chefs d'entreprise. Oui, ces bonnes dames-là sont les bras armés économiques de ces investisseurs. Imaginez que le Chinois, j'ai suivi tout à l'heure un de vos éléments, la Chine qui veut investir chez nous au Bénin, ils amènent leurs produits. Vous pensez que c'est les Chinois qui viendront dans nos ménages pour venir distribuer? Non, mais évidemment, quand la Chine vient, la Chine s'assure qu'il y ait de bonnes conditions. Et c'est ça le rôle de la pièce. Et ces bonnes conditions aujourd'hui sont en train de se détériorer. En tout cas, moi je ne suis pas ici comme un Béninois pessimiste. Je suis très optimiste, mais je dis ce que je constate et je dis ce que vous savez et que vous ne
voulez peut-être pas reconnaître sur ce plateau. Moi, ce n'est pas mon problème. Moi, je vous dis de quoi il s'agit. Le FMI ne descend pas dans les ménages pour faire l'activité économique. Le FMI ne viendra pas. Mais vous avez tous les secteurs. C'est pas moi. La taxation aujourd'hui. Mais je peux citer les exemples. Oui, on est d'accord avec les exemples que vous évoquez. Et donc, le sujet, si vous voulez que je vous dise, comme le rapport d'une business que j'ai en ce moment sur ma tablette, que le Bénin se comporte bien, ok. Je ne sais pas si c'est de ça il s'agit, si c'est de ces données-là il s'agit, mais si c'est de dire de façon concrète comment vit l'activité économique au Bénin, je dis le point de vue du monde des affaires est qu'aujourd'hui les opérateurs économiques n'ont pas une certaine liberté. Mais de là à penser que tout va mal au pays, je n'ai jamais dit ça. Mais je dis la relation aujourd'hui, il ne suffit pas, Monsieur Gédéon, il ne suffit pas de créer son entreprise en 24 heures. Mais c'est le taux de vitalité des entreprises aujourd'hui. Le taux de mortalité des entreprises est très élevé au Bénin. Nous avons aujourd'hui 80% des entreprises créées qui meurent avant l'âge de 6 mois. Mais avant l'âge de 1 an, c'est-à-dire après la première année d'exercice budgétaire, pour payer donc la fiscalité, vous allez jusqu'à 90 voire 92%. Ça, c'est des données qui existent et que vous pouvez retrouver au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin en termes donc de vitalité. Et quand je parle d'aujourd'hui, excusez-moi, il ne s'agit pas d'un débat politique. Ce aujourd'hui, c'est ces 10 dernières années. Il faut voir, il faut comprendre et il faut analyser. Il ne suffit pas de créer en 24 heures son entreprise, mais c'est de maintenir cette entreprise pour une durée au moins de 10 ans. Vous aurez le temps alors d'apprécier si véritablement vous avez pu sortir la jeunesse de la pauvreté. Parce que ce jeune entrepreneur... On est en train de faire un débat de sourds. Oui. Parce que moi je ne dis pas, je ne suis pas avocat du gouvernement. Je dis, je fonde mon analyse sur des données. Et les données ne sont pas forcément les données du FMI. Ce n'est pas sur le rapport du FMI. J'ai la possibilité en tant que Béninois, en tant que journaliste béninois, d'aller à la source, de vérifier. Donc je ne dis pas que c'est le FMI qui me fournit, ce n'est pas à partir du rapport du FMI que moi je fonde mon analyse. Pas du tout. Je dis aujourd'hui on constate qu'il y a eu des efforts qui ont été faits dans le sens de l'amélioration du climat des affaires. Ça, je partage cet avis avec vous. Il y a des efforts qui ont été faits. Alors, mais justement, parlons il y a des efforts qui ont été faits. Parce que quand vous avez cité la création d'entreprises, je suis d'accord avec vous. L'accès à l'électricité, je suis d'accord avec vous. L'accès au foncier, je suis d'accord avec vous. Alors, mais je vous ai précisé que ce n'est pas le FMI qui exerce les activités. Oui, mais le drame Kazmi, c'est que votre analyse est basée sur Dantokba et vous n'avez pas des chiffres tangibles, contrairement au FMI qui peut nous donner des chiffres, à la Banque mondiale qui peut nous donner des chiffres. Quand je prends Dantokba, vous voudrez bien m'excuser, quand je prends Dantokba, le FMI aussi prend Dantokba. Dantokba, ce n'est que une vue caricaturale, sinon c'est Cotonou en fait. Tout est basé à Cotonou. Le FMI et la Banque mondiale tiennent compte des données de Cotonou. Alors si vous permettez, on va évoluer un peu. On parle aujourd'hui du partenariat public-privé. Une loi a été justement votée en ce sens à l'Assemblée. Aujourd'hui, depuis la mise en œuvre de le vote de cette loi et sa mise en œuvre, est-ce qu'on peut évaluer? C'est vrai qu'on a le parc de Pendiari, on a le port de Cotonou qui sont plus ou moins sous gestion délégataire. Aujourd'hui, comment se porte le PPP? Non, j'avoue que sur ce plan, je n'ai pas d'éléments tangibles, fiables pour pouvoir argumenter. Ce que je note, c'est que, comme vous l'avez dit, il y a un partenariat public-privé avec le port d'Anvers international. Qui quand même porte de bons fruits, puisque le port de Cotonou aujourd'hui fait de bons chiffres. C'est trop tôt pour le dire, c'est trop tôt pour moi pour le dire, parce que je n'ai pas de chiffres. Je ne sais pas quels sont les résultats du port autonome de Cotonou ces derniers mois ou cette année. Je n'ai pas l'information. Mais je constate quand même qu'il y a une ambition comment on appelle ça, de réduire un peu le déficit en termes de résultats. Parce que par le passé, quand les Béninois étaient aux commandes, il y a toujours des problèmes de gouvernance. De gouvernance. Aujourd'hui, il semble qu'il y a un assainissement dans le domaine. Et on assiste à plus de rigueur dans la gestion, rigueur budgétaire surtout. C'est une bonne chose. Et le partenariat privé a permis aussi au parc de Pendiari de s'ouvrir sur le monde aujourd'hui, d'avoir
plus d'attractivité. C'est une bonne chose. Mais on n'a pas de résultat tangible pour le moment. Pour pouvoir argumenter. Alors, Casimir, le PPP est-il un atout pour la performance de l'économie nationale? On n'a pas le PPP sur sa version légale. La loi a été donc déclarée anticonstitutionnelle. Oui, mais pour le moment... Oui, c'est de ça que nous parlons du moment. Cette loi a été boudée par le juge constitutionnel. Oui, mais pour le moment, cette loi n'existe pas. Et donc, quand vous me dites, c'est extrêmement dangereux pour les opérateurs économiques qui nous entendent de dire que nous avons une loi qui régit le PPP au Bénin. La loi n'existe pas. Ça a été demandé, il a été demandé aux députés de faire une seconde lecture, une relecture de cette loi. Ça n'a pas été fait jusqu'à présent. Donc, il n'y a pas de test. Il n'y a pas de test légal qui régit donc le PPP. Alors, quand vous me citez des exemples comme le port autonome de Cotonou, qui sont sous contrat PPP, là c'est dangereux. Quand vous me citez également le Pandjari qui est sous PPP, c'est dangereux parce que demain ça risque de nous rattraper. Et donc, il n'y a pas de PPP. Ce n'est qu'une relecture qu'on a demandé aux députés. Oui, la loi n'est pas totalement rejetée. Il n'y a pas encore de loi au Bénin qui régit le PPP. Donc, je ne peux pas parler de quelque chose qui n'existe pas. Attendons, quand ça va exister, on fera le débat. C'est ça aussi. Alors, parce que je ne peux pas être opérateur économique en Chine et venir dans un pays, ne pas trouver de test légal pour exercer. Alors, donc, si selon vous, le PPP n'existe pas... Le climat des affaires n'est pas favorable. Alors, au-delà du PPP, on a aujourd'hui les tribunaux, pardon... Réagir rapidement sur son intervention. Je pense qu'il ne faut pas faire d'amalgame, mais il a dit qu'on a demandé un toilettage, une relecture de la loi. La loi n'est pas abrogée. La loi est abrogée. Non. La loi est déclarée anticonstitutionnelle. Et si vous voulez, je vais vous citer les références de la décision de la Cour constitutionnelle qui déclare cette loi contraire à la Constitution. À ce jour, la Cour constitutionnelle a rendu une décision, c'est vrai. Mais à ce jour, la loi sur le PPP n'est pas abrogée. C'est toujours en vigueur. Alors laissons le débat du PPP. C'est que ça s'applique. Laissons le débat du PPP. Revenons un peu sur le code des investissements aujourd'hui. C'est un code qui quand même apporte beaucoup de réformes, notamment dans les incitations, dans les allègements fiscaux. Pensez-vous que ce code peut permettre aux investisseurs de venir au Bénin investir, comme le cas des Chinois par exemple? C'est l'objectif. C'est l'objectif. C'est susciter l'engouement des investisseurs étrangers. Et je pense que pour l'instant, ça a commencé par porter des fruits. Il y a des Chinois qui étaient là cette semaine. Et justement, je crois que les Chinois ont construit un centre socio-culturel à Ouida. D'autres opérateurs aussi qui s'annoncent. Donc je pense que c'est une bonne chose. Il faut même aller au-delà. Il ne faut pas s'arrêter seulement à ce code. Il faut trouver d'autres stratégies pour susciter l'intérêt des opérateurs et des investisseurs étrangers au Bénin. Alors, Casimir. En tout cas, moi, je n'ai pas le code des investissements. je ne sais pas exactement de quel code vous parlez, mais le code des investissements aujourd'hui n'offre pas cet environnement-là. Vous parlez des Chinois. Il suffit juste de faire une conférence quelque part dans un hôtel et dire que les investisseurs sont là. Vous pouvez me citer la statistique dans le domaine. Je dis non. Je dis il y a beaucoup à faire. Je ne suis pas pessimiste, mais je vous parle des réalités. Et si vous voulez, nous allons vous fournir des documents qui puissent mieux vous renseigner sur ces sujets-là. Et moi, je continue pas à dire les investissements, on peut travailler, on peut encore avoir mieux que ce que nous avons aujourd'hui. Alors, Gédéon, les tribunaux de commerce qui sont créés aujourd'hui, on en voit déjà à Cotonou. Ça aussi, ça permet de sécuriser les investissements. Absolument. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis pour permettre aux investisseurs potentiels de venir au Bénin de se trouver dans un environnement assez paisible, assez favorable. Donc, le gouvernement travaille, même si tout n'est pas rose, parce que, comme il le dit, on n'a pas fait, comment on appelle ça, et Paris en un jour. Donc c'est tout un processus. On est en train de travailler, et j'en travaille, du moins c'est ce que je lis de loin, en tant qu'observateur de la vie socio-politique et économique du Bénin, que des efforts se font pour permettre à notre pays de sortir la tête. De se développer. Merci donc à vous, cher ami Gédéon Vegba, journaliste économique. À vos côtés, il y avait Casimir Pédio, journaliste économique également. Merci, chers confrères, pour ce moment de décryptage. Le décryptage qui d'ailleurs finit ici et laisse la place au dossier de la semaine.
Ce serait le couronnement d'un ensemble de réformes après diagnostic de certains maux qui minent le secteur des GSM au Bénin. L'encadrement tarifaire aurait pour objectif d'avoir des prix plafonds et des prix planchers. Mais cette réforme passe très mal au sein des citoyens. Avant d'en parler, suivons cet élément témoin. On nous a déjà habitués à un forfait, à un système. Donc, nos portables de tout, on est déjà habitué à ça. Maintenant, vu qu'on a changé, par exemple, le forfait, moi je suis habitué à faire 1 giga. Maintenant, on amène 1 giga de 500 à 400 euros, vous voyez. Donc, ça, les 1 giga ne me suffisaient même pas pour une journée, vous voyez. Donc, là maintenant, c'est tout si quelqu'un veut nous dire de déposer les portables, on va déposer les portables, mais c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. D'abord, si on fait 100 francs, ça revient à 3 minutes. Si on fait 500, ça revient à 9 minutes. Alors qu'avant, si tu fais 500, ça te donne 2 jours. Et puis, le montant, c'est à 2500. Aujourd'hui, ça revient à 900. On ne sait pas pourquoi. Donc, normalement, il devait venir sur vos antennes et nous éclaircir au moins avant d'intégrer une telle chose. Ça, jusqu'à présent, on ne sait pas pourquoi le prix est revenu comme ça. C'est du vol. Avec le chômage qu'on endure dans le pays maintenant, d'un seul coup, ils augmentent les taxes, les forfaits et appels, tout et tout. Nous sommes en train de faire appel au gouvernement de venir nous aider. Et si, dans le cas contraire, si c'est le gouvernement même impliqué dans ça, ils n'ont qu'à nous pardonner et nous voir ça. Parce que ça ne va pas dans le pays, ça ne va pas du tout. On a fait le constat que les tarifs de communication ont pris de coût. C'est un peu dur, surtout l'Internet. Et je crois que c'est une décision politique. Et nous appelons à l'indulgence du chef de l'État à nous aider. Parce qu'il n'y a pas d'argent dans le pays. Les situations sont un peu difficiles. Par exemple, moi, j'ai l'habitude de faire forfait tous les jours. Mais depuis avant-hier, je n'ai pas pu faire forfait. Et je crois que beaucoup sont dans le même cas que moi. Je suis fonctionnaire, mais ce n'est pas facile pour les fonctionnaires. À plus forte raison, celui qui n'est pas salarié. J'ai entendu dire que c'est parce que les gens utilisaient les réseaux sociaux pour salir les autorités qu'ils ont eu à adopter ces changements. Donc moi je pense que les forfaits appels n'ont rien à voir avec ça parce qu'ils ont touché à tout. Moi par exemple, j'ai de la famille à l'extérieur. Donc j'ai mes frères aussi à l'extérieur, tout ça. Donc c'est plus facile de communiquer par les réseaux sociaux que d'appeler directement. Par ça, on a aussi des formations. Par exemple, entre étudiants, on a des cours pour informer des programmes, tout ça là, comment les choses se passent. Tout ça. Donc ce n'est pas juste pour nous amuser. Merci Enoch Hunkpatin pour cette Voz Pop. Et voilà, vous l'avez compris, c'est une pilule difficile à avaler. Pour en parler avec moi sur ce plateau, je reçois M. Loris Rounou. Il est consultant média et digital, membre de l'association de l'écosystème numérique du Bénin. M. Loris, bonjour. Bonjour Ulvaïs. Vous allez bien? Ça va bien. Alors, face à cette nouvelle augmentation, on est tenté de dire rebelote. On ne va pas dire tout de gueule rebelote parce qu'il faut avouer, par rapport à l'ancien décret, suspendu par un communiqué, je précise bien les choses, par juste un communiqué, il était institué, disons, des taxations de 5% par rapport à chaque opération d'appel et de 5 francs par mégaoctet consommé. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, on parle d'un encadrement du secteur des GSM. Donc, ce n'est plus la même chose. Il n'y a plus cette taxe de 5% ni 5 francs par mégaoctet qui était appliquée. Alors, c'est vrai que ce n'est pas la même chose, mais d'une manière ou d'une autre, on a quand même observé et constaté qu'il y a un changement par rapport au quotidien du consommateur. Tout à fait. Et forcément, ça peut faire grincer des dents. Alors, justement, cette nouvelle taxation ou bien cette nouvelle tarification, on va dire ça comme ça, cette nouvelle tarification n'est pas acceptée par tout le monde. Elle n'est pas, est-ce qu'elle n'est pas pareille à ce qu'a été le fameux décret dont vous parlez? Alors, c'est vrai, la nouvelle tarification n'est pas acceptée de tout le monde et ça ne peut pas l'être. Parce qu'il il faut qu'on ait l'honnêteté de reconnaître ce qui se faisait dans le secteur. Dans ce secteur, il y avait de la pagaille. Tout à fait. La pagaille parce que
les opérateurs GSM se livraient à ce qu'on va appeler à une guerre de chiffres. Tout à fait. Ce qui a fait que des formules promotionnelles, des forfaits qui devaient être appliqués pour une période donnée ont été maintenus sur de longues périodes. Ce qui a fait que le consommateur final s'est habitué à cette promotion. Vous savez, en période de fin d'année, par exemple, il y a des promotions, il y a les liquidations que les commerçants appliquent pour permettre aux gens de quand même de venir acheter avec des coûts vraiment très réduits. Donc, c'était des offres promotionnelles comme ça qui étaient appliquées, mais à cause de la guerre des chiffres entre les deux opérateurs, ça a été maintenu. Et puis, pour le consommateur final, c'est la norme. C'est-à-dire que l'Internet doit coûter totalement moins cher au Bénin. Autrement dit, aujourd'hui, c'est la norme qu'on subit maintenant avec cet encadrement. Avec cet encadrement, c'est plus ou moins la norme. Parce que l'ACEP a mis des balises, il a mis le seuil, il a mis le maximum. Justement, l'ACEP parle de prix plancher et de prix plafond. Mais quand on compare un peu les prix de la communication au Bénin avec d'autres pays de la sous-région, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, on s'étonne quand même qu'on soit à côté de la fibre SAT qui passe sous la mer et que la communication soit aussi chère. C'est bizarre. Mais on nous dira aussi qu'à Lomé, que la communication est plus chère qu'au Bénin. Donc, chaque gouvernement, chaque pays, disons, applique sa stratégie. Mais c'est bien dommage. C'est dommage parce que lorsque l'Internet revient aussi cher, ça porte atteinte à un certain nombre de principes. Tout à fait. Par exemple, si on va parler du principe de la neutralité de l'Internet, l'Internet n'est pas quelque chose qu'il faut tasser. On ne peut pas tasser l'Internet. Dans d'autres pays, l'Internet est un forfait qu'on a. Justement, puisque lorsqu'on parle du numérique aujourd'hui, mais tout le monde a besoin de l'Internet. L'Internet, on l'utilise en plein temps, c'est rentré dans nos habitudes. On fonctionne aujourd'hui avec l'Internet et vouloir mettre des barrières par rapport à Internet aujourd'hui, c'est, disons, il faut avoir le courage de le dire, porter atteinte à sa propre vision de faire du Bénin un quartier numérique. Ça c'est clair. Parce que quand je vois un peu ces dernières années, il y a, disons, 3 ans, 4 ans, ce n'est pas le nombre de personnes connectées au téléphone intelligent qu'on a aujourd'hui. Il y a 3 à 4 ans, les portables Android s'étaient réservés à une certaine minorité, disons à l'élite. Et parce qu'il y a eu l'accès facile à Internet, justement, même le menuisier, même tout le monde utilise aujourd'hui le téléphone intelligent pour divers services. Alors, c'est des avancées notables qu'on avait. Et si on en vient à faire régresser tout ça, parce que le gars qui doit dépenser 2000 francs pour activer 1 giga, alors que pendant ce temps, il ne sait pas s'il va pouvoir manger ce soir pour 500 francs, mais il préfère utiliser son argent pour subvenir à ses besoins vitaux que d'aller vers l'Internet. Et même au-delà de ce dont vous parlez également, vous êtes, je le disais, membre de l'écosystème, de l'association de l'écosystème numérique qui justement promeut l'innovation numérique. Et donc, avec une telle tarification, on se demande bien si les startups n'auront pas de difficultés. Forcément, les startups vont avoir des difficultés, forcément. C'est vrai que nous qui étions déjà habitués à utiliser Internet d'une manière ou d'une autre, quel que soit le coût, on est obligé de subir et de voir comment, disons, recadrer un peu ses besoins. Mais forcément, ça porte atteinte à l'écosystème numérique au Bénin. Et bon, je sais que vous allez en venir à le fameux mouvement TAS. Oui, justement, j'allais poser la question. Quand vous dites que vous êtes obligé de vous y convenir, je me demande que devient alors ce fameux hashtag TaxPaMemo. Alors justement, si jusqu'à l'heure où je vous parle, la communauté de l'Internet du Bénin n'a pas encore donné sa position par rapport à cette nouvelle tarification. Ok. C'est vrai, on a entendu les différents arguments avancés par les partis. On a vu l'ACEP, on a écouté les GSM, on a suivi. On a vu la tarification que les opérateurs GSM ont appliquée. Alors, au niveau de notre plateforme, forcément, soyez sûrs, TaxPaMemo, ce n'est pas que c'est fini. Dans les jours à venir, vous aurez la suite. Parce que, au-delà des mots que nous prenons,
c'est que l'Internet soit accessible à nos concitoyens, que l'Internet soit, disons, la denrée la mieux partagée. D'accord? Nous ne disons pas qu'il ne faut pas recadrer les choses, d'accord? Il faut recadrer, mais il ne faut pas que ça empêche le citoyen, ça empêche le consommateur de pouvoir bénéficier de ce service-là. Et si déjà, ça ne permet pas... Déjà, moi j'ai fait un constat depuis quelques jours, j'ai vu que les VPN sont revenus, j'ai vu que Telegram a encore... Les gens essaient encore de contourner un peu cette tarification. Cette tarification, mais ça veut dire que quelque chose ne marche pas. Et si tant qu'il y aura quelque chose qui ne marchera pas, nous, on sera toujours là. Donc, ceux qui pensent que TASPAMEMO, c'est fini, c'est pas fini. En tout cas, dans les jours à venir, vous aurez la position officielle de la communauté de l'Internet du Bénin et on vous dira quelles sont les attitudes qu'il faut adopter par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que, comme certains le demandent, certains citoyens le demandent, qu'on boycotte les réseaux GSM? Parce qu'il paraît que cela permettrait à ces derniers de se remettre en cause et de revoir un peu les tarifications. Ça me fait sourire parce que ça me rappelle, j'ai eu à échanger avec quelques collègues la dernière fois et un collègue me disait, écoute, moi j'ai trouvé la solution. Je dis, mais c'est quoi la solution? Il me dit, tu es libre, tu utilises Internet ou pas. Si tu ne veux pas te faire tasser, tu laisses Internet. Si tu essaies de te faire tasser, tu utilises Internet. Donc c'est juste pour faire sourire. Non, c'est bien dommage. C'est bien dommage qu'on en soit arrivé là. Mais nous sommes convaincus d'une chose, que les gouvernants, ils comprennent, ils savent le bien fondé de l'opportunité que l'Internet numérique représente aujourd'hui pour nos populations. Encore que nous n'avons pas encore cette pénétration de l'Internet dans nos contrées. Quand on va faire les statistiques aujourd'hui, mais l'élève qui est à Gogounou, l'élève qui est à Banikwara ou à Tampegou n'a pas l'accès facile à Internet. Dans un contexte où aujourd'hui on donne des cours littéralement sur Internet. Sur Internet. Avec l'Internet aujourd'hui, tout se fait facilement. C'est pour rendre plus facile la vie. Et on n'a pas encore réussi à faire cette pénétration-là. Et déjà, on met encore des barrières nous-mêmes. Je pense vraiment que, en tout cas, si on ne veut pas s'attendre à ce qu'ils reviennent encore sur cette tarification, on peut quand même s'attendre à ce qu'il y ait des mesures d'accompagnement qui puissent quand même permettre à tout le monde de... Mais qu'est-ce qui explique que, selon l'ARCEP, cette nouvelle tarification est bénéfique pour le consommateur? Cela ne se comprend pas. Ils disent par exemple que nul ne peut plus acheter de crédit de 500 francs sans bénéficier d'au moins 48 heures pour son usage. Alors qu'on sait que, quelqu'un le disait dans l'élément tout à l'heure, quand tu actives un forfait de 500 francs, tu as droit à 1 giga qui te donne environ 48 heures, alors qu'aujourd'hui ce n'est plus le cas. Et même quand tu actives un forfait de 500 francs, tu as 2500 francs sur certains réseaux et tu peux communiquer, avoir le cumul, mais aujourd'hui c'est passé à moins de 1000 francs. C'est extraordinaire. Oui, c'est passé à moins de 1000 francs. C'est vrai, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire on a amené le consommateur d'un paradis dans lequel il était pour un enfer économique avec cette nouvelle tarification-là. Et la CEP parle en se basant sur des chiffres qui existent à leur niveau par rapport aux opérateurs GSM. Parce que, comme je disais tout à l'heure, le service, le secteur du data, c'était une vraie pagaille au niveau des réseaux GSM. Autrement dit, ce sont les réseaux GSM qui sont à blâmer. Justement, parce que c'est eux qui nous ont amenés là. C'est eux qui nous ont amenés là. C'est eux qui ont, disons, installé ce confort auquel tout le monde s'est habitué. Et aujourd'hui, quand il s'agit de réguler le secteur, tout le monde grince les dents. Alors, le principe de facturation, c'est désormais passé à la seconde. Il paraît que cela permet aux citoyens, aux consommateurs de savoir quel prix, quand ils achètent le crédit, qu'ils maîtrisent un peu leur consommation à la seconde. Avant, on maîtrisait quand même notre consommation aussi. Même si on maîtrisait notre consommation avant, je peux dire que ce n'est toujours pas facile pour le consommateur de savoir avec exactitude combien il a consommé en matière d'appel vocal ou en matière de communication par SMS. Parce que, écoutez, on n'a pas un instrument de mesure à notre portée pour dire, dès que je finis, bon voilà, c'est ce qu'on t'affiche que tu prends. Mais par rapport à tout ça, nous, au niveau de la communauté de l'Internet du Bénin, nous sommes déjà à pied d'œuvre pour mettre en place un certain nombre de mécanismes qui puissent permettre de contrôler véritablement
ce qui est consommé. Est-ce que effectivement la tarification, ça se fait par seconde, comme ils l'ont dit? Est-ce que tout ce qui a été dit est-ce que c'est respecté? Mais dites-nous un peu plus, on veut savoir. C'est quoi ce mécanisme-là que vous voulez mettre en place? Dans les jours à venir, on va se retrouver et on va vous parler de tout ça. Alors, le Bénin a l'ambition de transformer le Bénin en une plateforme numérique, ou plutôt la plateforme numérique des services, la plateforme des services numériques de l'Afrique de l'Ouest. Alors, avec cette tarification, avec les startups qui risquent de s'essouffler, on peut arriver à faire du Bénin Lorsqu'il y a toujours une mesure, il doit avoir... Lorsqu'il y a toujours une réforme, il doit avoir des mesures d'accompagnement. Donc, on ne peut pas dire tout de go que cette nouvelle tarification va essouffler les startups et toutes les entreprises qui utilisent le numérique. Non. Forcément, il faut que ça soit accompagné par des mesures qui puissent quand même permettre à ceux-là qui consomment l'Internet en plein temps, qui consomment l'Internet, disons, comme de l'air, de pouvoir s'en sortir. Donc, je ne pense pas, je ne veux pas être moi, oiseau de mauvais augure pour dire que le gouvernement a une vision qui n'est pas claire. Non, je ne dirais pas ça, mais je dis seulement que quand il y a les réformes, il faut toujours trouver le moyen de les faire accompagner. Mais ces moyens d'accompagnement n'ont pas été révélés par l'ARCEP. Cela veut dire qu'il n'y en a pas. Non, ils sont en réflexion. Nous sommes dans un pays. Mais comment on peut réfléchir aux mesures d'accompagnement et mettre déjà en application les réformes en amont? Ça, c'est le propre du Béninois. Ça pose un problème. Le Béninois met souvent la charrue avant les bœufs. Oh non, je ne vous permets pas de dire ça. Et on est habitué à ça. Donc, ce qui est sûr, on sait que dans les jours à venir, sûrement, puisqu'ils sont à l'écoute des populations, ils sont à l'écoute du peuple. Si la dernière fois, ils se sont rendus compte que non, nous sommes dans l'erreur, il faut reculer, rebrousser chemin et trouver le moyen d'organiser autrement le secteur. Nous sommes convaincus que dans les jours à venir, tout le monde va sourire. Merci beaucoup à vous, Monsieur Loris Ounou. Vous êtes consultant média et digital, membre de l'Association de l'écosystème numérique du Bénin, qui, je rappelle, prévoit très bientôt des actions fortes pour suivre les réformes, la mise en œuvre de cette réforme de nouvelle tarification. Week Echo de ce dimanche s'achève ici. Vous pouvez la revoir sur YouTube, sur la chaîne YouTube de l'ORTB. Moi, je vous dis à la prochaine.